Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. 2018, année électorale au Québec, 1er octobre 2018. On peut s'attendre à quoi au cours de cette année-là? Alors, pour nous en parler et nous parler de différents sujets, parce qu'il y en a en politique, c'est immense. Alors, je reçois avec grand plaisir le député d'Abitibi-Ouest du Parti québécois et vice-président de l'Assemblée nationale, M. François Gendron. Monsieur Gendron, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. Très heureux de vous voir et surtout de voir mes électeurs à travers vous. C'est réciproque, M. Gendron. Très vitement, parce qu'on ne s'en fargera pas là-dedans, parce qu'on sait qu'une année électorale, on le sait, vous en avez vécu quelques-unes. 11. 11, précisément. Mais moi, là, si je vous demandais à brûle pour point, 2018, on sait qu'il y a des élections à date fixe, donc 1er octobre 2018, les gens vont aller aux urnes. À quoi peut-on s'attendre durant l'année 2018? On peut s'attendre à quoi, là, surtout au point de vue budgétaire? Est-ce qu'on parle d'année bonbon? Bien sûr, il y a deux mains dans le plat de bonbons. Écoutez, il y a 3 milliards au moment où je vous parle de surplus. On continue à faire des coupures pour mieux emplir les plats de bonbons et faire accroire ce que je lisais encore aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous avez la chance de regarder, là, la moitié des budgets de réparation des écoles qui ont annoncé en juin, là, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas livré le budget. Mais ils l'ont annoncé. C'est toujours le même. Les libéraux, c'est toujours la même affaire. Entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, il y a un fossé incommensurable. Première affaire, parce que je vais être concret. Deuxième affaire, à quoi s'attendre? On va s'attendre à toutes sortes de... Là, regardez, grâce à notre bonne gestion, on a de l'argent par-dessus les oreilles. Donc, on va prendre... Oui, on était 3 ans serré à ceinture. Ben oui. Je m'excuse, mais c'est ça. On est serré à ceinture, vous dites? Aller dans des niveaux de coupure jamais atteints où le mal va durer 6, 7, 8 ans uniquement pour revenir au niveau que nous étions 7 ans après. Le nous et pas nous, là. Nous, les Québécois. Oui. Okay. Bon, écoutez, quand tu massacres à la tronçonneuse, comme ils l'ont fait, et qu'ils continuent de le faire, rappelez-vous, c'est ça qui me choque. J'ai dit au moins 14 fois, expliquez-moi comment ça se fait que les colonnes balancent au gouvernement, les deux plus gros ministères, suivez-moi là, prennent 62 plus le service de la dette, un autre 12 de la dette, et tous les commissions scolaires sont déficitaires à peu près. Tous les C6, c'est la structure chapeau, l'ancien, sont déficitaires. Et nous, venons chez nous, là, parce que j'aime bien parler à mon monde, nous autres, c'est juste 30 millions qu'il faut livrer. L'Abitibi quand même, c'est le budget de la santé. C'est juste 30 millions. Juste 30 millions. Là, ça ne paraîtra pas, puis ça n'aura aucun effet chez les patients. Voyons donc. Regardez le chamboulement. C'est ça, exactement, M. Gendron, qui me titille, comme on dit, là, c'est que, puis je ne veux pas être méchant en disant ça, mais le bénéficiaire, le patient là-dedans, lui, c'est lui qui devrait être au top, excusez l'expression, mais qui devrait être au top de la sympathie de ces budgets-là, si on peut appeler ça de même. Mais là, il est où dans ça? Le patient, il est dans le trouble. On va en parler ici, là, avec le fameux IRM. Là, on va en parler concrètement, mais le patient, il est vraiment pas au centre de la problématique santé parce que tu peux pas avoir un niveau de compression comme il y en a eu. Tu peux pas, puis pas parce que j'aime mieux parler d'éducation, mais c'est l'exemple. Oui. Quand il n'y a plus d'orthopédagogues dans les écoles, puis quand il y a 30 de plus d'élèves en difficulté d'apprentissage. Et là, je vous fais grâce des cycles, je les connais toutes par cœur. Okay. Il y a des plus lents, il y a des moins lents, il y a des gens qui... Bon, mais ça prend des professionnels pour accompagner ces jeunes-là, parce que si tu les laisses tomber, tu vas repogner en décrochage un peu plus tard. Et là, ça coûte le quintuple de scolariser quelqu'un qui n'a pas de diplôme, là, où tu le traînes à l'aide sociale, où tu le traînes en formation. À la base, il n'est pas là. À la base, c'est pour ça qu'en n'étant pas là, à la base, on continue à le laisser aller jusqu'au décrochage. Jusqu'à temps qu'il glisse. Exactement. Puis là, quand on est au décrochage... Vous avez bien compris, mais c'est la même chose en santé. En santé, on ne peut pas constamment réduire. Regardez, revenons au lit concret. 130 lits, supposément, que l'Abitibi-Témiscamingue aurait de trop pour l'ensemble de l'Abitibi. Okay. En ce qu'on appelle service clinique. Ça, c'est des lits d'hospitalisation ou liés à des soins hospitaliers. C'est pas en latin que je parle, là, tout le monde comprend ça.
Oui, ça se peut qu'on ait besoin de lits en ressources intermédiaires. Tous les autres l'ont fait. Mhm. Mais tu ne fais pas ce qu'ils font. Ils coupent les lits, puis ils vont installer dans le temps les ressources intermédiaires. Mais l'entre-deux, là, c'est le patient qui coupe. L'entre-deux, là, quand le patient n'a plus de service, comme ils ont voulu faire en psychiatrie à la salle, Voilà. des exemples concrets, Oui. comme ils ont fait le Macamic, comme ils le font à Amos présentement. Là. Amos, là, présentement, il y a 26 lits qui ont été coupés. Là. Oui, exactement. Et ainsi de suite. Alors, c'est clair que le patient n'a pas ce qu'on appelle la qualité de service. Vous avez écouté sûrement quelqu'un hier, le dimanche soir, c'est quoi, là? Tout Tout le monde en parle? Oui. Et là, il y a quelqu'un qui est très connu qui racontait qu'à cause des coupures, il était chanceux qu'on dépistage. Oui, dépistage. Un cancer, parce qu'autrement que ça, il aurait échappé, ainsi de suite. Alors, c'est quoi? Son prénom est Dan. Oui, je sais. En passant. Dan Bigra. Okay, c'est ça, exactement. Mais ça n'est un patient, ça. Oui. Ça n'était un patient, Oui, ça. c'est là. sûr, c'est sûr. Et là, c'est Exactement. un cas très médiatisé. Mais des cas comme ça, là, qu'on ne médiatise pas, il y en a plein. Là. Moi, j'en ai à mon bureau, j'en ai tout le temps. Là. Monsieur Gendron, donc, pour résumer, c'est là que l'on va voir pour que de résumer, l'argent, il y en a. ça se résume simple. C'est sûr. Ces gens-là vont vous faire des promesses. Ces gens-là vont dire, là, on va être bon si vous nous réalisez. Moi, je prétends qu'on n'a même pas le droit d'y penser. J'ai le droit de dire ça. Je n'ai même pas le droit de penser de réélire cette Oui, vous êtes équipe-là le député. qui est à peu près la même. Non, mais pas avec Oui, ça. oui, Je la oui. connais, cette équipe-là. Oui. Là. C'est à peu près la même qui ont à peu près... Ils ont une seule vision comptable, comme si gouverner un État, c'était gérer un budget d'une entreprise. Il faut que les colonnes balancent. Et je répète, je l'ai dit 100 fois, j'en suis ni fou avec ça. Je suis en désaccord total sur un budget de 100 milliards, un déficit de 1, 2, 3 milliards à cause des immobilisations. C'est la règle, c'est normal, c'est une saine administration pareille. Mais c'est pas ça qu'ils ont fait. À l'assaigner, on va aller à l'assaigner. Et après, on compensera les conséquences. Et là, on est obligé de prendre des bouchées doubles. Mais même en prenant les bouchées doubles, on n'y arrivera pas dans le temps. On va manquer de temps, exactement. Monsieur Gendron, on va essayer de ne pas choquer, mais il y a un dossier qui fait couler beaucoup d'encre. C'est le IRM qui ne sera pas implanté en permanence à Amos, mais qui va rester mobile. Et pourtant, le CA du 6 Abitibi-Témiscamingue avait approuvé cette décision-là, mais elle a été rejetée par les hautes instances. Ils ont été rejetés par le ministre. Point. Bien, par les hautes instances. OK. Ça va. Non, mais, OK. non, mais je sais, là. J'entendais la haute instance d'abord. Mais il y en a une. Au ministère de la Santé, Bon. il y a une personne qui mène et c'est le ministre. Bon. Fait que, oui, puis on s'en est aperçu dans le dernier remaniement ministériel. On va en revenir tantôt là-dessus. Mais ce fameux IRM-là, j'ai personnellement parlé avec des spécialistes de la santé qui, eux autres, là, sont en total désaccord avec ça. Vous êtes en total désaccord. C'est quoi ce revirement-là, vraiment, qui est inattendu? Parce que c'était pas ça qui était prévu. Pas juste inattendu. Inattendu, mais impromptu, inadéquat, non-respect de spécialistes qui ont mis leur signature. Oui, exactement. Oui. Non-respect d'une structure autorisée à 100% par le même ministre qui dit « Moi, je vire de bord ». Même ministre là, qui dit « Non, c'est lui qui l'a autorisé. Oui. C'est lui qui a nommé ces gens-là, y compris le président de la structure, qui est un monsieur que vous connaissez, maire de Macamic. Oui. Et lui, le maire de Macamic, il disait la même chose que moi, là. Parce qu'il est venu me vendre ce rapport de spécialiste. Pas un rapport politique, un rapport de connaisseurs. C'est ça, OK. Et sur la base du rapport de connaisseurs, ces gens-là, on sont arrivés à la conclusion. D'abord, IRM, tout le monde a compris, là, ça veut dire résonance magnétique. C'est ça, exactement. C'est un outil... Qui se déplace de centre hospitalier. Oui, mais la logique de la résonance magnétique, c'est un outil de spécialité. Oui. Qui, règle générale, permet de mieux diagnostiquer le problème que vous avez ou que je pourrais avoir. C'est ça le sens d'une résonance magnétique. Un spécialiste dit, je vais te faire passer une résonance magnétique pour lire plus adéquatement ce que je dois corriger. C'est compliqué à comprendre. Oui. Et la concentration de demande de passer une résonance magnétique, ça peut arriver pour n'importe quoi. Mais la plus grosse demandeur, c'est toujours lié
à l'orthopédie et au musculo-squelettique. Or, le musculo-squelettique, ces spécialités-là, ils ne sont pas à Val-d'Or, à Rouen, à Ville-Marie, à La Sarre. Ils sont à Amos. Oui. Donc, si on n'associe pas cette logique-là pour justifier, parce que là, il est allé dire, Gendron, il est pour que le monde se promène. Mais non, je suis pas fou. Moi, j'aimerais bien mieux qu'il ne se promène pas. Sauf que quand tu arrives à la conclusion que ce type d'examen, pour être scientifique, serait préférable d'avoir une grille que c'est toujours les mêmes qui analysent avec les mêmes paramètres, la même grille, il faut qu'il soit fixe. Il faut savoir l'endroit où il est et il faut qu'il soit à l'endroit où ça requiert le plus de demandes. Ça s'appelle l'orthopédie et le musculo-squelettique. Et cette spécialité régionale, elle est à Amos. Donc, de toute façon, si vous avez un problème d'orthopédie ou de musculo-squelettique ou de maxillo-facial, ou traumato, la traumato à Amos, bien, vous allez trouver d'y aller pareil. C'est ça. Aussi bien que la résidence soit là. Puis, juste en passant de même, M. Gendron, là, j'en viens à me demander une chose, et je ne suis pas le seul non plus. À quoi ça sert un CA dans la gestion de la santé, entre autres? Parce que son président, M. Claude Morin, qui est le président du CA du 6 à Abitibi-Témiscamingue, suite à ça, se demande, mais on fait quoi, nous autres? Vous posez la bonne question. Vous posez la bonne question, puis c'est pour ça qu'on était tellement en désaccord avec son projet de loi 20 et 10, qui créait une centralisation à outrance. Et non seulement c'est tout du monde nommé par lui, la centralisation, on arrive à la conclusion que c'est encore monsieur, même si ces gens-là ont un rôle important à jouer dans notre réalité régionale, s'ils mangent dans le sillon du ministre, ça va. Ah oui, c'est sûr. Mais s'ils ne marchent pas dans le sillon du ministre, ça ne va pas. Et là, je ne peux pas concevoir quitte un pas le système de sentier, même. suis le sentier, parce C'est que ça. va-t'en pas à côté. Et surtout pas envisager de refaire confiance à une telle équipe. Puis, il y a un orthopédiste d'Amos qui m'a dit, d'abord, des résonances magnétiques, là, ils peuvent en faire jour et nuit pendant des mois et des mois, puis ils ne suffiront pas à la tâche. Et cette personne-là m'a dit, on va prendre la roulotte, OK? Appelons ça de même parce que c'est une roulotte. On va prendre de la roulotte. La journée qu'elle déménage, ça, c'est des examens de moins à passer. Exact. Premièrement. Réduction de 30 Et voilà. Puis, et deuxièmement, elle est rendue inadéquate ou presque. Elle est rendue à sa date de péremption. Et voilà, exactement. Si elle n'est pas rendue, elle n'est pas loin. Elle est rendue, OK? elle est rendue. Fait que là, on voulait tout faire ça en neuf, avec de l'équipement neuf à Amos. Puis là, on se faisait non, puis merci. plus que ça, équipement Amos pour lequel la Ville avait souscrit des fonds publics. Oui. Pour lequel la Fondation avait pris un engagement sur 10 ans, temps par année. Oh, yob, votre logique. Oh, yob, tous ces effets bienfaisants de contribuer à une fondation. Regardez les fondations hospitalières, comment ils s'impliquent dans l'outillage de qualité. Mais là, moi, ça ne me tente pas bien de renouveler mes 200-300$ à chaque année à la Fondation d'Amos puis de la Sarre, si en bout de ligne, c'est le ministre qui va dire non, voilà, si tu donnes, c'est pour des équipements que je veux, pour lesquels je vais signer. C'est quoi cette affaire-là? Monsieur Gendron, bon, ça va pour ça. Ça va rester mobile, comme on dit, cette ça va rester mobile. C'est un faux prétexte, parce que toute la raison de ça, là, je vous le dis, moi, comme vous me connaissez, la même franchise qui m'habitait va toujours m'habiter. Raison politique. Oui. Strictement des raisons politiques. Tout le monde en santé était contre cette unité mobile-là. On la veut permanente. Tout le monde la veut permanente. Les élus, le milieu, sauf M. Quelqu'un. On parle-tu du remaniement ministériel, mais on s'en fâchera pas trop Non, de faudrait temps. pas, parce que tous les principaux ministères ont gardé leur ministre. Sauf, et c'est là que je veux vous entendre, au transport, qui est un ministère énorme, qui a eu du cafouillage terrible, énorme aussi. Poétie et compagnie, l'essor dernièrement, on a tout tassé ça. Puis là, on a mis un jeune qui s'appelle André Fortin. Oui. C'est audacieux. Oui. Oui. Parce que c'est un gros ministère. C'est un très gros ministère. C'est audacieux, mais moi, personnellement, ça, je salue, je connais M. Fortin.
C'est un jeune parlementaire qui risque de surprendre dans le bon sens. Et à un moment donné, il faut être honnête en politique. Moi, je ne suis pas parce que je suis en politique que je suis pas capable de reconnaître les valeurs de quelqu'un. Et je crois qu'un changement à ce ministère-là, en passant, les gros, là, ils ne voulaient pas. Tu sais, les gros seniors, là, qui sont tous restés dans la même chaise, on leur a fait, puis on dit non, on pas touche, on ne veut pas toucher au transport, c'est trop fragile, trop compliqué. Qu'un jeune accepte de relever le défi, c'est de bonne guerre, on le verra à l'exercice, mais j'ai confiance. J'ai confiance que M. Fortin va apporter du nouveau. Et il va prendre vraiment au sérieux et il n'est pas dans les filières traditionnelles. Et bon, c'est sûr qu'il est dans l'équipe libérale. Je n'essaye pas de cacher ça. Oui. Mais je suis capable de reconnaître les mérites de certaines personnes. Et comme j'avais salué l'autre, M. Fortin en culture, oui. Luc, bon, il était à peine quelques semaines, puis on le change. Alors ça, c'est pas yable, parce que dans le sens, on passe notre temps à changer les pions de place. Mais oui, M. Fortin Transport, là, je salue l'arrivée de ce monsieur-là, que je connais bien. Je suis pas tout à fait confiant. On verra à l'exercice. Oui, on verra à l'exercice. S'il n'y a pas trop de bois dans les roues, comme on dit. Monsieur Gendron, coupure en culture. Oui. Ça, c'est encore quelque chose qui va faire mal énormément. Le Conseil des arts et des lettres du Québec annonce à la ville de Lassar qu'elle perdrait une subvention annuelle de 60 000 $ pour 2017-2018 avant de perdre la totalité de 126 000 $ pour 2018-2019. Inacceptable. J'ai beaucoup aimé les commentaires d'une conseillère que je respecte, Mme Barrette. Mme Barrette, oui. Qui est arrivée avec des arguments intelligents en disant tant qu'on n'appliquera pas une paramétrie qui nous distingue du reste du Québec et des grands ensembles. Voilà, parce que là, on passe ici... On va avoir la même conséquence. Oui, parce que nous autres, ici, on passe en Abitibi-Ouest, disons, sur le même pied que Montréal, Québec, Trois-Rivières, etc. Même paramétrie. Et voilà, exactement. Fait que là, on fait des coupures. Là, à l'ex-commission scolaire, à l'ex-commission des loisirs de la SAC, qui n'existe plus aujourd'hui, mais quand même, là, on s'arrache les cheveux, là. On s'arrache les cheveux parce que là, on veut présenter beaucoup de choses en culture, mais là, on va nous couper 126 000 On n'a pas le soutien. Ah non, mais M. Lacasse, vous avez raison. Je l'ai dénoncé. J'ai lu attentivement. J'ai déjà fait des représentations. Je suis honnête encore là-dessus, par exemple. J'ai aimé que la calque se déplace. La calque est venue faire une audience ou une audition du Conseil de la culture qui portait les mêmes récriminations que tant qu'on ne changera pas la paramétrie, l'Abitibi-Témiscamingue et les régions vont être dans le trouble. C'est encore une façon déguisée de moins bien accompagner les régions du Québec, qui est un problème structurant du Parti libéral. Le Parti libéral n'a jamais été un gouvernement dans la région. Allez voir dans les faits. Dans le discours, ils sont bons. Ils sont impayables dans le discours. Mais dans les faits, c'est toujours de la déstructuration de nos outils d'accompagnement ou du personnel accompagnant pour vibrer aux mêmes réalités que le reste du Québec. Le calque a été attentif aux revendications du Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue, que je salue parce qu'ils ont fait un bon travail. Ils ont dit, ouais, vous nous ébranlez pas mal. Je n'ai pas dur à ébranler, c'est comme, moi je ne peux pas vous dire, vous n'avez pas de lunettes, je les vois. Alors, vous en avez certainement, alors c'était clair comme de l'eau de roche. Alors là, ils ont semblé être un peu ébranlés, alors que c'était simple. C'est sûr que si tu appliques la même paramétrie, on n'a pas le monde, on n'a pas ce qu'on appelle les effectifs de salle, c'est l'expression. Quand il dit, ben, écoutez, vous n'avez pas rencontré tel objectif de clientèle. Ben non, on n'est pas 3 millions, on est 146 000 pour l'ensemble de la Abitibi-Témiscamingue. Mais est-ce qu'on a droit de vie culturelle? Ben oui qu'on a droit de vie culturelle. Est-ce qu'on doit être accompagné? Ben oui, mais avec une paramétrie qui tient compte de notre réalité. Monsieur Gendron, parce que là, on saute de sujet en sujet, parce que j'en ai tellement, on n'aura même pas le temps de toutes les passer. Il n'y a pas de problème, je connais bien ces dossiers-là. Oui, d'ailleurs, tous les dossiers, je dois dire. La loi 101, qui a eu 40 ans, en 2017, j'ai bien aimé, moi aussi, qui disait qu'une loi historique qui a marqué l'été de mes 32 ans. On parle de vous. Oui. Aujourd'hui, cette loi-là, est-ce qu'elle a régressé ou elle est demeurée stable? Elle a régressé. Elle a régressé, parce qu'il y a eu des jugements de cour
Deuxièmement, il y a eu une paresse intellectuelle dans la commission des droits de respect de la langue. Je me rappelle d'une nomination, entre autres, ça n'avait pas de bon sens parce qu'elle était presque contre la langue française. C'est gros de dire ça, mais c'était ça. Il y a eu une réduction énormément des enquêtes, des plaintes. On a coupé les budgets de vérification constamment, de respect de l'affichage de la langue, de français au travail, ainsi de suite, dans les paramètres de la loi. Quand une loi est mal appliquée ou tu n'as pas les effectifs pour la faire respecter, vous savez ce qui se passe? Elle recule. Oui, elle recule. C'est ce qui est arrivé. Donc, est-ce que le français progresse au Québec? Ben non, on a perdu 5 points de pourcentage du fait français dans la partie qu'on appelait l'est de l'île plutôt que l'ouest de l'île. Donc, au total, ça prend pas un gros quotient. Quand tu dis que la moitié recule, la moitié du Québec, ou la moitié du Grand Montréal métropolitain, au net, tu arrives au même résultat. On est plus petit qu'avant, en termes de respect de la langue française. Qu'est-ce que le gouvernement pourrait faire pour réellement dire que, bon, cette loi 101-là, elle est là, elle existe, puis il va falloir très bientôt la mettre en priorité, parce que là, je m'excuse, mais on recule pas à peu près, vous l'avez dit, puis je suis 100% d'accord avec vous, puis les chiffres le disent exactement aussi. Mais qu'est-ce qu'il va falloir faire? Sans prétention, notre équipe, l'équipe du Parti québécois, a déposé une proposition très élaborée pour améliorer la situation du fait français, et ça commence par un peu plus de vérification de la Commission de la langue française. Même chose pour ce qui est de l'affichage, même chose pour ce qui est du nombre d'entreprises qui ne le respectent pas. Troisièmement, nous, on voulait baisser minimalement à 25, des entreprises de 25 et plus soient couvertes. Là, on est arrêté à 50. Donc, ça veut dire que toutes les petites PME au Québec, à Montréal, là où le problème est plus aigu, pourraient très, très bien travailler tous les jours en anglais. Puis c'est correct, ça respecte la loi, alors que ça n'a pas de bon sens. Tout le monde sait que si tu travailles toute la journée en anglais, puis là, toujours la même chose. Les gens pensent qu'on en a contre l'anglais. Ben non, on n'en a pas contre l'anglais. On veut que les gens se trilinguent minimalement. Anglais, français, espagnol. Mais arrêtez de mêler les affaires. Se faire respecter dans sa langue, c'est pas être contre l'apprentissage de d'autres langues. Mais c'est pas. Qu'est-ce que vous voulez? À un moment donné, là, il faut être rigoureux là-dessus parce que le glissement en Amérique du Nord, on vit en Amérique du Nord dans un bassin de 300 millions d'anglophonie, puis on est 8 millions de vraiment francophones. Alors, c'est qui est en danger? C'est pas les anglophones, mais non. Regardez ce qu'on vient de faire là, dans le cabinet. On vient de nommer un ministre spécifiquement pour s'occuper des Anglais. Ça n'a pas de bon sens. Ils ont leur institution. Ils ont leur réseau de communication. Ils ont leur réseau hospitalier. Et c'est correct. Je ne suis pas contre ça. Qu'est-ce que ça a-tu du bon sens de dire, on va vous nommer en plus un membre du cabinet qui aura une seule préoccupation, s'arranger pour que l'anglais progresse. Ça n'a pas de bon sens. Mais c'est là qu'on est, ce gouvernement-là. Sans vision, sans logique, puis le monde dit, il n'y a pas de problème, je ne me rappelle plus. Monsieur Landron, je veux revenir à la santé, si vous me permettez. C'est vous qui menez la route. Moi, je la commande. On aurait pu faire l'émission sur la santé, l'émission complète, mais il y a une chose. CHSLD de Macamic. Oui. OK, bon. En 2007, sous le gouvernement Charest, le ministre de la Santé de l'époque, qui est aujourd'hui premier ministre, avait annoncé l'adoption des plans techniques pour la rénovation du centre hospitalier soins de longue durée à Macamic. Les crédits sont là. Je ne sais pas s'ils sont encore là aujourd'hui, mais ils étaient là. Ils sont encore là. Ils sont encore là. Ah, ça n'a pas de bon sens. Vous faites bien d'en parler, mais ça, c'est quasiment criminel. Rappelez-vous ce que j'ai dit la dernière fois que je suis venu ici. J'ai dit, j'ai la parole, je me rappelle comme c'était hier, du DG du CISAT qui me promet qu'au milieu de l'été, on sera en chantier à Macamic. Et il y avait la confirmation du sous-ministre. Là, encore là, il y a eu une commande politique de rejouer encore une fois dans ce dossier-là et de prétendre que peut-être que si on achetait un terrain par un promoteur qui serait propriétaire du terrain, puis
Une chinoiserie, je l'ai lu 14 fois, là. C'est simple à comprendre. Mais c'est vraiment écrit, quand on veut perdre son temps, on procède comme ils ont l'intention de faire. Alors, ça n'a pas de bon sens. Moi, j'ai dit ce que je portais. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, il faut que je me base sur quelque chose. J'avais un document. Je l'ai encore, le document. Je l'ai parlé à M. Barrette 3-4 fois. M. Barrette dit, oui, mais mes fonctionnaires, ils ont trouvé, ils pensent que c'est pas si sûr que ça, que faire ce que vous recommandez en Abitibi, c'est-à-dire aller tout de suite en appel d'offres sur le premier étage sans déplacer les clientèles, sans toucher au 3e et au 4e parce que c'est une vieille bâtisse, et on sauverait 5 millions en faisant une construction au premier étage. Premier étage, parce que c'est à eux autres les terrains. Donc, il n'y a pas de problème. Oui. Ça appartient à la même corporation, Oui. puis il y a de la place en masse pour faire ce qu'on veut faire sur le côté, là, du côté S. Oui. Et là, le dernier rapport que j'avais du Conseil du Trésor, parce qu'entre-temps, ça a tout changé, là, les noms, mais le fond n'a pas changé, ils disent, oui, vous rentrez dans le coût autorisé de l'ancien PFT que vous avez parlé, là, parce que PFT veut dire plan fonctionnel et technique. Puis on rentre là-dedans. C'est quoi le problème? Tu dois faire 5-6 fois que je dis à M. Barrette, pourquoi tu ne l'autorises pas? Et entre-temps, lui-même, le ministre actuel est venu l'annoncer. Ben oui. Oui, exactement. À 2 reprises. On vide, là, actuellement, là. Dans cette grosse bâtisse-là, là, on vide tranquillement, là. Oui. Est-ce que c'est dangereux qu'une bonne fois qu'on vide assez, qu'on mette le gros cadenas dessus? Non, ben, ça, j'ose espérer que non, ça serait tellement, ça serait un désastre. D'après moi, pas un désastre. On occuperait, on bloquerait la route 117, on ferait quelque chose, ça n'aurait pas de bon sens, parce que c'est quand même une bâtisse de qualité. Oh oui, c'est on sûr. en a besoin, compte tenu, vous connaissez, le vieillissement, compte tenu des spécialités. C'est un CHSLD avec des professionnels dédiés, extraordinaires. Donc, c'est pas ça le problème. C'est juste l'absence de décision politique, comme ce gouvernement-là est toujours porté. Regardez ce qui se passe dans les prisons d'Amos. Et là, voilà, je partais justement pour dire exactement. Pensez-vous que c'est pas criminel d'avoir une prison 130 millions, ça fait presque 1 an, tout fini, tout clôturé, tout correct. Puis il n'y a personne dedans. Il n'y a personne dedans. Alors ça, c'est un maudit bel exemple d'une saine gestion d'un cher gouvernement qui disait, nous, on connaît ça, la gestion Monsieur de l'État. Gendron, 30 secondes. Oui. Le ministre régional fait quoi dans ce temps-là, lui? Ben moi, j'aimerais mieux vous y demander, parce que j'ai rarement vu, on l'a dit, on l'a répété, et moi, je prétends que c'est un excellent ministre libéral, mais c'est pas un ministre régional. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il peut bien chanter la pomme puis faire semblant d'autres choses. Bon ministre libéral, très peu ministre régional. Élection, très vitement, partielle dans Louis Hébert, le Parti québécois qui est 3e Oui. à 16 %, c'était prévu? Oui. Écoutez, quand prévu que la CAQ batte l'ancien gros comté de M. Hamad? Ben oui. Quand l'agent officiel, écoutez bien ce que je veux dire, là. Quand l'agent officiel d'un parti politique est la radio de Québec, j'ai jamais vu ça en 40 ans de vie politique. Là. Ah non, il faut bien rire, mais c'est loin d'être drôle. L'agent officiel de cette partielle-là, c'est la radio de Québec, et quand Nathalie Normando, qui a Guy tellement Couillard, prend la peine de dire « Anybody but PQ » et fait le temps de désigner un élu de la CAQ. Monsieur Gendron, merci beaucoup. Bienvenue. C'était très intéressant. On va sûrement se revoir très bientôt. Merci bien. Ben, mais je suis content qu'on ait fait 16. Je pensais pas qu'on ferait 16. Ah, on a fait ça. Monsieur. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. C'est pas grave, bonjour tout le monde. Je sais pas. Merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission dont on s'en parle. Au revoir et bonne semaine.